je m'assois, je serai plus à l'aise pour cette vidéo. Bien le bonjour, bienvenue à la maison, bienvenue chez Jigme. Aujourd'hui, on ne va pas parler cuisine, mais plutôt de setup pour streamer de la cuisine. Cette vidéo s'adresse avant tout à ceux et celles qui se demandent comment je filme et comment je stream. En revanche, si cette thématique technique ne vous intéresse pas, ce que je comprends tout à fait, peut-être que vous aurez au moins la surprise de voir les moyens déployés pour faire de belles vidéos, enfin j'espère qu'elles sont belles, et également des streams réguliers sur Twitch. Au passage, si vous souhaitez streamer de la cuisine ou d'autres thématiques sur Twitch, je pense que cette vidéo répondra à beaucoup de vos interrogations. Pour rappel, je ferai un kitchen tour numéro 2. Évidemment, il y a eu changement de cuisine, il y a des choses qui sont restées, d'autres qui ont changé, il y a pas mal de nouveautés également, donc ça sera l'occasion de faire ça un peu plus tard, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, on va se concentrer plus sur l'aspect technique et le but c'est vraiment de vous montrer tout le bazar qu'il y a derrière pour proposer des vidéos assez clean et surtout des streams hyper quali. Tout à fait. Comment vont les chevilles? Elles vont très très bien. Voilà, non, tout ça pour dire en fait que je suis quand même relativement fier de ce que j'ai réussi à mettre en place pour le streaming Twitch et je suis content de faire des streams de qualité. Voilà, fallait que je le dise et c'est pour ça que je fais cette vidéo également aujourd'hui. Avant de commencer, petit rappel sur la programmation des streams Twitch. Il y en a sur 2 lieux différents. Premièrement chez Vitality et après sur ma chaîne Twitch, twitch.tv/Jigme. Vitality, ça se passe tous les lundis de 17h30 à 19h. Voilà, c'est vachement cool. C'est un exercice un peu plus court dans la mesure où voilà, j'ai un temps imposé pour réaliser les recettes. Et le deuxième, à la maison, là, il n'y a pas vraiment de limite. Tous les mercredis aux alentours de 18h, 19h, ça dépend des recettes. Donc abonnez-vous, je serai hyper content. Au passage, dans cette vidéo, je vais mentionner beaucoup de références de matériel et de marques assez connues. Je vais en remercier quelques-unes au passage, mais sachez que la vidéo n'est absolument pas sponsorisée. En revanche, vous avez le lien vers toutes les références en description et également sur mon Discord. Voilà, évidemment, ces liens sont affiliés. N'hésitez pas. Bon, c'est bon, l'intro est faite. Commençons. Avoir un setup de tournage est totalement différent d'avoir un setup de streaming. Les problématiques ne sont absolument pas les mêmes. J'ai l'impression d'être un politicien. Bref, en effet, quand on tourne, ce sont des journées qui sont généralement prévues et tout est organisé pour travailler à plusieurs avec une équipe technique. Donc, en début de matinée, on déballe le matériel, on le met en place, puis après on tourne, et enfin, en fin de journée, on démonte le tout et on range. Tout ça, ça fait partie du taf. En revanche, refaire tout le même bazar de montage, démontage, installation de matériel, désinstallation de matériel pour 2 heures de stream, qui plus est solo, parce que rappelons-le, je suis ma seule régie sur ces streams, eh bien, c'est pas la même paire de manches. Imaginez, vous voulez streamer juste quelques heures et vous avez 30-40 minutes d'installation avant le stream et également 30-40 minutes de désinstallation après le stream. Et ce, à chaque stream. Franchement, c'est pas drôle. Bon, après, il y a bien des personnes qui se tapent 30 à 40 minutes de transport ou de périph pour aller au travail. Donc de quoi je me plains? Enfin bon, bref, voilà, vous m'avez compris. Le but ultime de ce setup, c'était de respecter plusieurs grands principes. Premièrement, le setup et le matériel se devaient d'être fixes. Il fallait donc qu'il y ait le moins d'installation et de désinstallation possible. Deuxièmement, et problématique importante, le setup devait être invisible au cadre. Le cadre, c'est ce que vous voyez là. Bon, certes, on voit le reflet de la light ici, mais c'est pas grave. Troisièmement, tout ça doit être discret et le moins gênant au quotidien parce que, rappelons-le, j'habite ici également. Enfin, quatrième point, tout ce setup doit être pratique. En effet, le but, c'est d'avoir quelque chose d'optimal qui nécessite le moins d'action et de manipulation pour mettre en route. Ceux et celles qui bossent dans l'audiovisuel ont déjà, j'imagine, quelques solutions en tête. En revanche, si vous n'y connaissez rien, ça peut être un parcours du combattant. C'est pour ça que j'ose espérer que cette vidéo vous sera utile aujourd'hui. Commençons par un petit détail assez marrant sur les streams. Il n'est pas rare qu'il y ait des personnes qui viennent et qui disent « Waouh, mais où t'as mis les cams ? On ne les voit pas. » Effectivement, on ne les voit pas car je les ai fixés au plafond, aux poutres, grâce à des plaques Avengers. Rien à voir avec Marvel. Grosso modo, ces plaques Avengers, c'est une espèce de plaque en métal avec un embout de trépied de lumière. On y accroche la caméra d'une manière ou d'une autre et le tout est vissé au plafond. J'ai évidemment sécurisé le tout avec un câble en métal en cas de problème. Imaginez là, ça tombe du plafond, au moins là, potentiellement, je peux ne pas mourir. Ça serait quand même con de mourir à cause d'une caméra. Cette plaque, c'est une solution assez pratique à envisager si vous avez la possibilité évidemment de faire des trous dans le plafond. Ce qui est sûr, c'est que c'est vachement plus pratique qu'un C-stand. Un C-stand, c'est le nom d'un trépied en particulier qu'on utilise souvent pour faire des top shots, donc des prises de vue en hauteur. Non, parce que imaginez, si ce n'était pas fixé, il faudrait que je sorte un C-stand, j'accroche la caméra, que je câble le tout
avec l'alimentation, également que je fasse sortir des câbles HDMI, que je règle le cadre à chaque fois, et évidemment il faut répéter l'opération pour le deuxième angle de caméra. Et tout ça, ça prend de la place. Et moi j'ai besoin de circuler dans ma cuisine. Là au moins l'avantage c'est que je n'ai aucune installation-désinstallation à faire, pas de rangement, tout est fixé à l'année. Idem pour les éclairages, je les ai accrochés avec les mêmes plaques Avengers. Petite parenthèse sur les caméras, je n'utilise que du Blackmagic, plus précisément des Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K et 6K, toujours plus long les noms. Il y a très longtemps j'utilisais une Ursa Mini 4,6K, mais j'ai changé pour des pockets simplement parce qu'elles sont beaucoup moins encombrantes. Et pour l'historique, au tout début des vidéos, lorsque j'ai commencé en 2012 sur ma chaîne principale, qui prend sérieusement la poussière d'ailleurs, j'utilisais un 5D Mark II et j'ai fait le saut sur Blackmagic tout simplement parce que j'aimais beaucoup les capteurs de caméra et le rendu couleur. Et en plus de ça, et détail très important, j'avais toutes mes optiques en Canon et Blackmagic proposait directement une monture Canon, hyper pratique. Il y a la Pocket 6K en caméra principale, elle est disposée sur mon très fidèle stagiaire Ronin, je vous en parle un peu plus tard dans la vidéo. À côté généralement j'ai une seconde caméra, donc une Pocket 4K qui est utilisée généralement avec une optique micro 4 tiers ou également un macro 100 mm qui ouvre à 2.8 et stabilisé. C'est un peu une des références dans tout ce qui est photographie de food, voilà, super optique, pas donné mais super optique. Au-delà de ça, il y a une première 4K sur le plan découpe et une seconde 4K sur le plan cuisson. Pour ces deux top shots, j'ai pris des focales fixes hyper entrée de gamme, moins de 100 balles par optique. La partie la plus compliquée, ça a juste été de trouver la bonne focale pour avoir un cadre ni trop large, ni trop serré. Titre. Non, parce que voilà, j'aurais pu partir sur des zooms, mais imaginez monter sur un escabeau à chaque fois qu'on veut zoomer, et surtout en stream, ça n'a aucun intérêt quoi. En revanche, si j'avais des optiques électronique de chez Canon par exemple, je pourrais faire des trucs de dingue en stream. Mais bon, c'est carrément hors de mon budget. Donc Canon, si vous passez par là, n'hésitez pas, hein, d'autant plus que j'ai mon appareil photo Canon 6D qui est en train de rendre l'âme. Un petit Canon R5 pour les photos, ça ne déplairait pas. Quant aux lumières, il me fallait du bon gros éclairage. C'est pour ça que je suis parti sur la marque Aputure, qui est assez réputée et qui a une très bonne qualité de lumière. J'ai une 300D2 en light principal avec un énorme dôme pour diffuser la lumière. Ici, c'est une 120D2 avec un plus petit dôme, juste pour faire un appoint de lumière, d'autant plus que souvent il y a la lumière de la fenêtre, je vais y arriver, la fenêtre, tout à fait, ça s'appelle une fenêtre, Jigme ici, qui m'éclaire également. Et en backlight, j'ai installé une 120D2 avec des barn doors, avec une lumière assez dure pour avoir, vous voyez, une backlight assez sympathique. Vous voyez, mes cheveux sont éclairés derrière, je me dissocie un peu de l'arrière-plan qui est légèrement sombre. Entre temps, c'est-à-dire un mois après tous ces achats de light, Aputure a sorti une autre série qui s'appelle la série Amaren avec des 200D2 qui sont vachement moins chers que les 120D qui sont ici et tout aussi puissantes, voire un peu plus puissantes. Bref, tout ça, c'est le cadre. On peut dire que les principes 1 et 2 sont respectés. Pour éviter d'avoir plein de câbles dégueulasses qui pendent du plafond et qui dégoulinent sur les murs, ce qui irait à l'encontre du principe 3, parce que rappelons-le, je vis ici, c'est aussi ma maison, eh bien il me fallait des prises dédiées. Donc c'est pour ça que j'ai fait installer des prises au plafond. Il y en a deux, une ici et une là. La problématique qui en découlait ensuite, c'était de savoir comment j'allais allumer tout ce matériel le plus simplement et rapidement possible pour atteindre l'objectif numéro 4 de praticité. Vous imaginez bien que monter sur un escabeau pour appuyer sur un ou plusieurs boutons, que ce soit des lumières, des caméras ou bien même simplement des multiprises, c'était hors de question, parce que forcément ça allait devenir relou à la longue. À Bordeaux, j'avais déjà trouvé une solution, j'utilisais des prises connectées de chez Ikea. Là, ici en Dordogne, j'ai trouvé une solution encore plus simple. J'ai acheté des multiprises connectées HomeKit d'ailleurs, de la marque Meros. Je les ai simplement fixées au plafond et tous les accessoires sont connectés dessus. Sur mon téléphone, j'ai ensuite créé une scène HomeKit. Et voilà, le tour est joué. Je n'ai plus qu'à appuyer sur un bouton sur mon téléphone et tout s'allume. Et je n'ai plus qu'à appuyer sur une petite télécommande après pour allumer ou désactiver chaque lumière en fonction de mes besoins. Et si je suis même genre hyper flemmard, je peux demander à Siri de m'activer la scène. Franchement stylé, non? Donc on est d'accord, principe 3 et 4. Non, ça c'est 3 et 4. Respecté. Oui, au passage, j'aime beaucoup la domotique, si vous ne le saviez pas. Ok, c'est bien, on a les lights et les lumières au plafond, c'est cool, ça bouge plus, c'est fixé à l'année. Mais comment est-ce qu'on fait pour les actionner ou bien en récupérer le flux? Déjà, pour les actionner, c'est assez simple. Comme les Blackmagic ont un protocole Bluetooth, j'ai téléchargé une application qui n'a rien à voir avec Blackmagic, qui s'appelle Bluetooth Plus et qui me permet de contrôler les caméras à distance. Je peux faire tous mes réglages et également lancer un enregistrement ou arrêter un enregistrement. Donc là, pour le coup, les seules fois où je prends un escabeau pour accéder aux cams, c'est soit
pour refaire le cadre, soit pour connecter un SSD pour les jours de tournage, ou encore pour faire les updates de caméra en USB. Mais pour la deuxième problématique, l'acquisition du flux des caméras, c'est une autre paire de manches. Ça fait 2 fois que j'utilise cette expression, non? En théorie, pour récupérer le flux d'une caméra, c'est relativement simple. Ça fonctionne comme sur une télé avec un lecteur DVD, même si on n'utilise plus trop de lecteur DVD. Tout cela passe communément par des prises HDMI et des câbles HDMI. Des câbles. Au début, j'avais eu la fausse bonne idée de passer par des transmetteurs vidéo sans fil. Théoriquement, ça fonctionnait, mais j'ai vite abandonné parce qu'il y avait des interférences entre eux et également des pertes d'image. Je pense qu'ils étaient trop près les uns des autres. Et surtout, là où c'était problématique, c'est que ça faisait interférence avec mon Wi-Fi. Donc bon, j'attendrai d'avoir la fibre pour réexpérimenter. S'il vous plaît, Orange, dépêchez-vous en Dordogne pour la fibre. Donc tout ça pour dire que j'étais obligé finalement de passer par des câbles HDMI. J'ai donc installé des passes-câbles discrètement sur le mur pour router tous ces câbles en direction de l'ordinateur pour streamer. Principe 1, 2, 3, 4, check. Vous voyez les câbles, vous? Mais c'est là que les choses vont se compliquer, car on va rentrer sur toute la partie périphérique et informatique. On a des câbles HDMI au nombre de 3, une caméra principale, 2 caméras top shot, mais on les met où tous ces câbles? Parce que sur mon ordinateur, je n'ai qu'un seul port HDMI qui est monopolisé par le moniteur. Bah oui, il faut bien que j'affiche quelque chose. Eh bien, pour faire l'acquisition de caméras, il existe toute une ribambelle d'accessoires, et pour le coup, j'ai jeté mon dévolu sur, à l'époque, ce qui s'appelait un ATEM Mini, toujours de la marque Blackmagic. D'ailleurs, parenthèse, maintenant j'ai même mieux, j'ai un ATEM Extreme, ISO même, je vous en parle un peu plus tard. En gros, cette référence qui s'appelle ATEM, c'est simplement un boîtier d'acquisition pour faire l'acquisition de plusieurs sources HDMI. Cet ATEM est ensuite connecté en USB à l'ordinateur qui le reconnaît comme une webcam, donc c'est hyper facile à mettre dans OBS. Mais là où ça devient intéressant, c'est qu'en plus d'être une sorte de boîtier d'acquisition, c'est également un commutateur. En effet, on peut changer d'angle de caméra, c'est-à-dire changer de source de caméra en appuyant sur les boutons 1, 2, 3, 4. On va revenir sur tout ça un peu plus en détail, mais avant il faut que je vous fasse un schéma explicatif pour bien comprendre la problématique. Là, on a les caméras, tout va dans mon ATEM qui va dans l'ordi, ordinateur qui se doit évidemment d'avoir un moniteur externe, un clavier sans fil, une souris sans fil, une alimentation et surtout plein de câbles connectés sans compter le Stream Deck qui m'a gentiment été offert par Elgato. Donc merci 32 fois à vous Elgato. Et également de quoi brancher l'ordinateur en Ethernet sur un routeur Orbi 4G en même temps que l'ATEM, je vous dirai plus tard pourquoi. Ok, donc vous voyez toutes ces parties, toutes ces merdouilles de périphériques et de câbles, comment est-ce que je vais faire pour respecter les principes 1, 2, 3 et 4? C'est très mal barré cette histoire. C'est là que j'ai eu l'idée de condamner un des meubles de Lilo pour en faire un meuble de streaming. Oui, c'est un caisson Ikea on ne peut plus basique, 40 par 60, dans lequel j'ai fourré tout ce dont j'avais besoin. Hors de ma vue. Pas big problem. Matériel informatique dans un caisson comme ça, pas aéré. C'est pas ouf. J'ai pas à demander à Discover ID ce qu'il en pense. C'est vraiment nimble, je comprends pas trop le délire. Excusez-moi du terme, mais c'est un petit peu low IQ et c'est même pas drôle. On est d'accord, tout ça, ça va chauffer, qui plus est, dans un espace clos, et ben forcément, il faut une ventilation. C'est pour ça que j'ai simplement percé 2 trous dans le côté du caisson pour y installer 2 ventilateurs USB. Un en bas qui va faire rentrer l'air froid, et comme l'air chaud remonte ensuite, il est évacué par le second ventilateur. Pour limiter la chauffe et également gagner en espace dans ce caisson, j'ai investi dans un Mac Mini M1. Pas cher du tout, super machine de streaming. Il fait pas de bruit, il ne chauffe pas et surtout il encaisse tout ce que je lui inflige. Et puis en plus, c'est sur macOS, donc je suis content. Donc toute cette merdouille va dans ce meuble de streaming en gardant évidemment un tiroir pour le matériel de cuisine. Quand même, faut pas déconner. J'ai évidemment percé d'autres trous dans ce meuble, un pour faire passer les câbles d'arrivée HDMI à l'intérieur, mais également pour faire sortir le Stream Deck et pouvoir l'utiliser tranquillement ici. Et il y a un autre trou dans le bas du caisson pour une arrivée électrique que je n'ai pas posée, mais qui m'a permis de brancher une multiprise connectée HomeKit Meros. Vous voyez, je veux en venir à nouveau dans le scénario HomeKit, j'ai juste appuyé sur le bouton et ça allume tous les autres accessoires. Je pense surtout à l'ATEM et aux prises USB qui me permettent de recharger d'autres périphériques. Le Mac, je l'allume encore à la main, quoique si je voulais optimiser, je pourrais même programmer les allumages genre une demi-heure avant chaque stream. Je vais peut-être le faire ça. Sur la porte du meuble, j'ai mis de quoi ranger clavier et trackpad. J'ai velcro la télécommande pour les lights pour activer rapidement et facilement. À l'intérieur, j'ai installé une petite barre LED avec détecteur de mouvement pour avoir de la lumière si jamais je dois manipuler des câbles dans tout ce bazar. Revenons-en au moniteur. Car pour streamer, c'est quand même important d'avoir un moniteur, ne serait-ce que pour le retour, mais surtout pour pouvoir lire le chat Twitch. Bah ouais. J'ai pris un moniteur portable HDMI, c'était pas sans galère avant de trouver la bonne référence parce qu'il y en a vraiment des merdiques. Sauf que là où je pense avoir été malin, c'est qu'en amont, j'avais installé une prise escamotable. Ce n'est absolument pas une prise escamotable classique car en plus des prises électriques, il y a 2 arrivées USB, une arrivée RJ45, bon, on s'en fout un petit peu, mais surtout, on a une sortie HDMI. Ah oui, j'ai failli oublier, on a en plus une surface Qi. Take this, Jojol. Pour faire simple, à l'intérieur du caisson, le Mac est branché sur la prise en HDMI
Et après, je n'ai plus qu'à sortir mon petit moniteur, le brancher sur la prise, et pour l'alimentation du moniteur, simplement en USB. Quand j'ai fini de streamer, j'ai simplement 2 câbles à débrancher et je range le moniteur dans son meuble de streaming. Easy peasy, lemon squeezy. En plus de ça, j'utilise un Stream Deck, donc pas la peine de vous le représenter une énième fois parce que je pense que vous l'avez déjà vu plein de fois cet accessoire. À peu près tous les streamers et streameuses sont équipés d'un Stream Deck. Là pour le coup, c'est un Stream Deck XL qui m'a gentiment été offert par Elgato. Vous n'imaginez pas à quel point ça me simplifie la vie, quoique je n'ai pas encore rempli toutes les touches. Si je dois vous résumer l'accessoire parce que vous ne le connaissez pas, grosso modo, c'est juste un périphérique avec plein de boutons et chaque bouton, vous pouvez le paramétrer pour faire les actions de votre choix, comme par exemple changer de scène, afficher une vidéo, couper le micro et j'en passe. Le seul hic, c'est que ce Stream Deck ne communique pas nativement avec mon ATEM. Souvenez-vous, l'accessoire Blackmagic. Et ça, c'est emmerdant, non? Parce que cela voudrait dire que pendant les streams, je devrais avoir d'une part le Stream Deck pour gérer toutes mes animations OBS, mes changements de scène, et d'autre part à côté, le ATEM pour mes changements de caméra. Franchement, c'est pas pratique du tout et c'est encombrant. Heureusement, il y a un petit logiciel gratuit qui s'appelle Companion App. C'est un petit peu beaucoup moins intuitif à paramétrer qu'un ATEM ou bien un Stream Deck, mais en fouillant un petit peu et en étant patient, on arrive à quelque chose. En gros, cette application me permet de faire le pont entre le ATEM et le Stream Deck, ce qui me permet en fait, in fine, de ranger le ATEM dans son meuble de streaming et je n'ai même plus à y toucher. Je paramètre tout depuis le Companion App et je peux changer mes angles de caméra directement sur le Stream Deck. Donc pour résumer, c'est hyper pratique car je n'utilise plus que le Stream Deck en seul et unique communicateur pour les animations, mais également les angles de caméra. Le seul hic dans cette solution, c'est que pour que les deux communiquent, pour que le pont se fasse, il faut que le Stream Deck et indirectement donc l'ordinateur ainsi que l'ATEM soit connecté sur le même réseau. C'est pour ça que dans le meuble, enfin à côté, j'ai installé un satellite Orbi. L'ordinateur est branché dessus en Ethernet, le ATEM aussi, et ainsi ils peuvent communiquer ensemble. Et au passage, j'ai une connexion un peu plus stable en Ethernet sur l'ordinateur. Revenons-en maintenant au ATEM. Avant, j'avais un ATEM mini. Mais entre-temps, Blackmagic est passé par là, sur un hasard d'ailleurs, et m'a offert un ATEM Extreme ISO. Oh, les noms à rallonge. Alors c'est assez marrant parce que c'était vraiment un hasard avec Blackmagic. En gros, je regardais la keynote, donc le direct live de l'annonce matérielle de Blackmagic. Ils annonçaient ce ATEM Extreme et après sur Twitter, j'ai trouvé un tweet totalement random qui n'était même pas de Blackmagic. Je crois même que c'était en japonais si je dis pas de bêtises. Et j'avais RT ce tweet en faisant la blague en disant non mais voilà, maintenant je vais pouvoir installer des caméras partout parce que sachez-le, ce ATEM Extreme n'a pas seulement 4 entrées mais en a 8. C'est-à-dire je peux potentiellement connecter 8 caméras. 8 caméras que je n'ai malheureusement pas. Et en gros, j'avais donc retweeté ce tweet en faisant une blagounette et il semblerait que Yann, qui représente France et Benelux pour Blackmagic, est tombé sur ce tweet et m'a simplement contacté. Donc autant vous dire que j'étais hyper hypé, d'autant plus que j'étais utilisateur et client de Blackmagic depuis assez longtemps maintenant. Donc à nouveau, merci Yann de chez Blackmagic. Et du coup, cet ATEM Extreme est l'accessoire qui a récemment changé radicalement mes streams. C'est simplement le Graal. À nouveau, je ne suis payé par personne pour dire ça. C'est ma propre opinion. Alors, pourquoi c'est le Graal? Tout simplement parce que, comme je vous l'ai déjà dit, on peut connecter jusqu'à 8 caméras. Bon, je le redis, j'ai pas assez de caméras pour m'amuser à faire ça. Mais peut-être qu'avec le temps, on sait jamais, je pourrais en connecter quelques-unes de plus. Mais surtout, ce que propose ce ATEM Extreme, c'était des fonctionnalités qui étaient réservées à du Pro Gear, du matériel entre guillemets professionnel ou semi-professionnel. Je pense par exemple à la fonction Super Source qui me permet d'afficher toutes les sources en même temps. Ça peut paraître bête, mais cette fonctionnalité était accessible sur du matériel beaucoup plus cher. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai plusieurs presets téléchargés sur internet, mais qu'on peut également paramétrer soi-même, c'est juste un petit peu long et galère. Mais je peux switcher hyper facilement de full caméra numéro 1 à cam 1 et 2, voire cam 1 et 2 croppé, et même cam 1, 2 et 3. Et je peux même changer on the go les caméras. Changeons cam 3 par cam 4 ou 5. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas assez de cam. Bah, you get the point. Franchement, cette fonctionnalité est hyper propre. En stream. Nous sommes en guerre. Je peux également rajouter du picture-in-picture à gogo, quoique cette fonctionnalité que j'utilisais beaucoup avant avec le ATEM Mini, je n'utilise plus trop parce que ça fait presque doublon avec le Super Source. Mais j'ai quelques idées en tête qui mettront à profit ce picture-in-picture. En plus de ça, avec cet ATEM Extreme, je pourrais techniquement streamer directement de l'ATEM pour me passer totalement d'OBS. Mais là, pour le coup, comme j'utilise OBS pour tous mes overlays, etc., j'ai envie de dire, cette fonction ne m'intéresse pas. En revanche, comme c'est un modèle ISO de cet ATEM Extreme, cela veut dire que je peux également enregistrer mes caméras. Alors vous allez me dire, ouais, mais avec OBS, on peut enregistrer le flux, etc., donc c'est un flux qui va être compressé. Mais là, pour le coup, ce qui est hyper intéressant, c'est que je peux enregistrer en même temps que je stream, et ça ne va pas solliciter l'ordinateur, mais simplement le ATEM. Je vais pouvoir enregistrer tout le clean feed, donc ce qui sort réellement pour le stream,
de manière hyper propre, mais je peux faire encore mieux que ça et enregistrer chaque angle de caméra indépendamment et en même temps. Et tout ça, je peux le faire via un disque dur qui est connecté directement au ATEM Extreme ISO. Cette fonctionnalité-là, je ne l'ai pas encore explorée à 100%, mais je sais qu'elle me sera rudement utile pour un nouveau format que je souhaite lancer sur la chaîne. Est-ce que je tease? Oui, oui, oui. Autre détail intéressant, il y a ce petit boîtier, un petit peu cette petite merdouille qui est connectée à l'ATEM. J'ai réussi à trouver un trick pour avoir un background animé, car ce modèle d'ATEM ne le permet pas. Il faut évidemment passer par d'autres accessoires Blackmagic un peu plus chers ou passer sur des modèles carrément plus chers. Il faut savoir que de base, les ATEM Mini ou ATEM Extreme ne peuvent afficher qu'une image fixe en background. Mais j'ai acheté cette petite babiole qui est grosso modo un lecteur média qu'on peut brancher en HDMI. Je mets simplement mes animations vidéo sur une carte SD que je mets dans ce petit lecteur et ce lecteur est connecté sur une entrée comme si c'était une caméra et je diffuse et paf, ça fait un background animé pour pas cher, genre 40 balles grand max. Car sinon à nouveau il fallait un autre accessoire Blackmagic à 600 € et j'avais pas forcément cet argent à mettre là-dedans. Ou carrément un vrai truc de pro pour le streaming, mais c'était hors budget. Autre détail un petit peu marrant, anecdotique, c'est que j'ai connecté un second moniteur pour faire du monitoring vidéo. Et ça me sert quand j'enregistre tout seul sans équipe technique. C'est hyper pratique, ça me permet de visualiser tous les angles de caméra en même temps et de vérifier que je fais bien les bonnes actions dans le cadre. Seul petit X, c'est que j'ai toujours pas trouvé de manière optimale pour le ranger dans son meuble. Je réalise que j'ai totalement pas parlé de son, comme d'habitude. J'ai l'impression que le son, on s'en fout. Pour toutes les vidéos, mais également les streams, j'utilise un Sennheiser MKE2, oui je crois que c'est ça. Basiquement c'est un micro cravate sans fil. L'émetteur est sur moi, c'est pour ça d'ailleurs que je porte des tabliers en live, quoique je pourrais porter des vestes. D'ailleurs il faudrait que je songe à investir dans des chemises, ça serait hyper pratique pour simplement accrocher le micro. Le récepteur de ce micro est connecté directement à l'ATEM et ce qui est bien c'est que dans l'ATEM on peut faire des réglages pour le son. Donc un grand merci à toi Swan pour ce son impeccable. Si vous ne le savez pas, Swan c'est l'ingé son qui est en charge de toute la captation de la plupart des vidéos, mais également du mixage. Donc n'hésitez pas à lui laisser un petit commentaire élogieux par rapport au son, si vous aimez bien le son des vidéos, il en sera ravi. Car c'est terrible, c'est hyper ingrat le son parce qu'on ne le remarque que quand il est affreux. Donc voilà, le beau boulot sonore, c'est grâce à Swan. En plus de ça, il y a récemment eu des installations de micro Octava directement sur les caméras Top Shot. Ces micros permettent d'avoir un peu plus d'ambiance, un peu plus d'atmosphère dans la cuisine. Le micro cravate, c'est bien, mais indirectement, on perd un petit peu du volume de la pièce. C'est bien, hein, on a la voix qui est impeccable, mais je sais pas, il manque un petit peu de bruit de manipulation, un peu de bruit de cuisson, un petit peu d'ambiance quoi. Donc ces micros sont directement branchés en mini XLR sur les caméras et comme les caméras sont en HDMI, elles envoient également le son directement dans le ATEM et le tout est également légèrement mixé et tout sort de manière impeccable sur le stream. Donc encore merci Swan pour les réglages son. Voilà, bon ces micros c'est très subtil, hein, l'ambiance c'est très subtil. En vrai on s'en fout un peu mais au moins j'ai la satisfaction de dire que j'espère il y a de l'ambiance sur mes streams. Il y a de l'ambiance sur les streams. Revenons-en à notre très fidèle stagiaire Ronin. Alors pourquoi je l'appelle Ronin? C'est simplement parce que la marque c'est DJI et la référence c'est un Ronin RS2. En gros, j'ai monté ce stabilisateur qui est le Ronin RS2 directement sur un trépied vidéo Sachtler, je ne sais pas comment on le dit. J'ai pris un stabilisateur avec plusieurs idées en tête. La première idée était d'avoir un tracking parce que DJI arrive très bien à faire du tracking vidéo. Le second objectif, c'était éventuellement d'avoir une mise au point automatique, un peu plus tricky à obtenir ça. Et enfin, le but était de pouvoir recadrer facilement sans forcément aller derrière la caméra. Ça a été un peu galère, mais ça fonctionne. Alors l'avantage, c'est que sous macOS, on peut faire tourner des applications iOS, c'est-à-dire des applications iPhone. Et ça tombe bien parce que l'application DJI Ronin est sur iPhone. Et ils l'ont rendu disponible sur macOS. Donc ça veut dire que je peux simplement contrôler mon stabilisateur depuis l'application iOS sur macOS. Vous me suivez? Je peux donc recadrer facilement grâce à un petit joystick virtuel, mais je peux également lancer un tracking si jamais je veux faire en sorte que la caméra me suive alors que je suis pourtant tout seul et sans régie pendant mes streams. Je vous avoue que ça marche super bien, mais c'est pas encore optimal parce que j'ai pas trouvé le bon endroit pour placer la caméra et faire en sorte de limiter la potentielle perte de tracking. Voilà. Ce qui est pas très pratique, c'est que quand il perd le tracking, je suis obligé de recadrer manuellement, enfin bref, avec le petit joystick virtuel, et je perds un petit peu de temps en live. C'est pas gênant, mais c'est un peu relou. Mais je sais que je trouverai l'emplacement de caméra idéal pour laisser le tracking on tout le temps. En plus de ça, je parlais tout à l'heure de mise au point automatique, j'ai investi dans un petit accessoire méconnu qui s'appelle le DJI 3D Focus. En gros, c'est un petit module LiDAR, donc qui permet de mesurer précisément les distances. On a d'ailleurs ça sur les récents iPhone. Et ça, après un calibrage, ça me permet de faire une mise au point automatique en plus du tracking. C'est vachement stylé, mais pareil, même principe, tant que j'ai pas trouvé l'endroit optimal pour placer la caméra, c'est une fonctionnalité que j'active par moment et que je désactive la plupart du temps. Donc pour la partie caméra, enregistrement, on a à peu près fait le tour.
Le point qui a été hyper relou, c'était de mettre en place ce DJI Ronin, tout calibrer et surtout gérer les arrivées HDMI. Mais bon, c'est fait, ça fonctionne, c'est posé, je suis très content. Partons maintenant sur la partie domotique, car je fais rentrer un petit peu de domotique dans mes streams. J'ai réussi à faire quelques trucs cool. Par exemple, faire en sorte de faire clignoter les lumières connectées lorsqu'il y a un événement en stream. Par exemple, un sub ou bien une donation en bits. Tout ça, je l'ai fait grâce à un service en ligne qui s'appelle Ift. If this, then that. Mais là où ça se corse, c'est que de base, Ift ne gère que très peu d'événements liés à Twitch. Vous voyez, si vous parlez anglais, vous pouvez voir sur le screenshot qu'on n'a pas beaucoup d'actions intéressantes. En effet, on n'a aucune mention d'événements comme un sub ou bien d'événements comme des donations en bits. C'est là qu'en fouillant et en bidouillant, j'ai trouvé une manière astucieuse de détourner la chose. Alors peut-être ça vous intéressera absolument pas cette partie, mais peut-être que si vous streamez, pourquoi pas. Ift peut déclencher un webhook en consultant entre guillemets une URL, pour faire simple, en déclenchant une URL, en interrogeant une URL. Il me fallait donc quelque chose d'un côté qui entre guillemets monitorait les événements, à savoir les nouveaux subs, les nouveaux bits, et il fallait que cette chose déclenche cette URL. Et quoi de mieux qu'un bot Twitch pour pouvoir lire ces événements qui arrivent sur Twitch. C'est ce que j'ai fait avec le bot de base de Stream Elements. En gros, à chaque sub, on peut faire en sorte que ce bot mette un petit message dans le chat. Mais là pour le coup, j'ai juste fait en sorte que ce bot poste une ligne de code. Alors, je ne sais pas coder, mes connaissances s'arrêtent à du HTML on ne peut plus basique. Mais par contre, je suis un vrai geek au sens où j'aime bien trouver des solutions à des problèmes. Donc en gros, à chaque fois qu'il y a un nouveau sub ou une autre action, le bot poste une ligne de code qui pour le coup est invisible dans le chat. Elle ne se manifeste pas. Et cette ligne de code déclenche simplement l'URL en question qui déclenche mes lumières connectées. Et surtout, il y a la couleur bleue lorsqu'il y a une donation en crypto, plus précisément en e-gold, EGLD. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le vlog Budget Limité, je vous avais parlé de streamparticles.io. Voilà, un service en ligne qu'on a développé avec un dev talentueux qui s'appelle Séraphin Bocacci. Coucou Séraphin. Streamparticles.io est un service gratuit pour les streamers et les streameuses et permet de... Attendez, on n'avait pas dit que la vidéo n'était pas sponsorisée? Enfin si, du coup, elle est sponsorisée par Stream Particles, elle est sponsorisée par Séraphin et moi-même. On fait de la pub pour notre produit. Je le répète, produit qui est gratuit. Le mec sponsorise ses propres vidéos. On part dans un délire là. Bref, Stream Particles permet simplement de déclencher des actions lorsqu'il y a des dons en crypto, plus précisément en e-gold. Si la crypto et tout ça ne vous parle pas du tout, sachez qu'il y a plusieurs avantages. Premièrement, c'est super rapide, comme une donation en euros. On fait un don en crypto, en e-gold, et quelques dizaines de secondes après, ça s'affiche directement sur le stream. Donc on a quand même un côté très spontané. Et surtout, au grand surtout, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, il n'y a aucun intermédiaire sur cette transaction. C'est-à-dire que personne ne prend de cut sur la donation que vous faites à votre streamer ou streameuse préférée. Il y a plein d'autres services qui vous permettent de faire des dons en CB, en PayPal, mais il y a toujours un cut qui est pris là-dessus. Là, le seul frais qu'il y a, c'est les frais de réseau pour, entre guillemets, générer la transaction. Mais ces frais ne vont ni à Stream Particles, ni à un grand institut bancaire ou je ne sais quoi. Ça va être simplement réparti entre toutes les personnes qui sécurisent la blockchain, donc le réseau. Enfin bref, ce qu'il faut retenir, premièrement, c'est hyper rapide. Deuxièmement, il n'y a virtuellement aucun frais parce que les frais de transaction réseau, c'est moins d'1 centime d'euro. Troisièmement, aucun intermédiaire. Et par conséquent, quatrièmement, et c'est là le plus important, quand vous faites un don à un streamer, vous êtes sûr que ce streamer ou cette streameuse récupère 100% de la valeur que vous lui envoyez. Enfin 99,99999 si vous considérez qu'il y a 1 centime de transaction réseau. Et autre détail très avantageux côté streamer, c'est qu'il n'y a aucun chargeback possible. Si vous ne savez pas ce que c'est que les chargebacks, en gros, c'est quand un viewer s'amuse à envoyer un don avec de l'argent qu'il n'a pas forcément et dans les jours qui vont suivre, ils vont dire bah non, moi j'ai jamais fait de don. Et en gros, il va annuler la transaction. Et c'est là que PayPal va dire par exemple, ah bah vous avez reçu un don et la personne annule, et ben vous savez quoi, on va rembourser la personne, mais en plus, comme ça nous emmerde, on va vous mettre des frais de dossier. Donc en gros, vous vous retrouvez non pas avec un don, mais avec des frais à payer. Et là pour le coup, la blockchain, une transaction, quand elle est faite, elle est faite. Tout ça pour dire que si vous streamez, je vous propose de vous intéresser à la solution sur streamparticles.io. Les fonctions de base sont gratuites, plus tard il y aura des fonctions un peu plus avancées en pay to unlock. Et si jamais vous ne streamez pas et que vous regardez en revanche beaucoup de stream Twitch, je vous invite, s'il vous plaît, à parler de Stream Particles à vos streamers et streameuses préférés et faire en sorte qu'ils utilisent la solution qui est vachement cool. Si vous avez besoin de support technique sur ça, n'hésitez pas à nous contacter directement sur Twitter, Stream Particles, ou sur Telegram, Stream Particles. Le produit est toujours en développement, donc pareil, si vous remarquez des bugs ou vous avez des requêtes, n'hésitez pas à nous faire remonter tout ça.
Bon, et bien voilà, cette vidéo était relativement longue, j'espère qu'elle vous a pas embêté. Je suis quasi sûr que l'aspect technique va pas intéresser énormément de monde, mais en revanche, si vous vous posiez la question de savoir comment je faisais pour streamer, peut-être que au moins là vous avez la réponse à toutes les interrogations que vous avez. Si vous avez des questions précises, n'hésitez pas à les poster directement sous cette vidéo en commentaire, ou autrement à venir sur le Discord et à m'envoyer un petit MP ou me parler directement dans le channel général. À nouveau, je vous invite vivement à me suivre sur Twitch. Sachez que les streams cuisine, en vrai, c'est vachement cool, surtout quand on n'a pas forcément l'habitude de cuisiner, parce que là, pour le coup, on voit toutes les actions sans aucune ellipse au montage. Donc indirectement, ce qui est vachement cool, c'est que ça permet de se rendre compte réellement des actions à mener pour faire une recette. Mais en plus de ça, on le fait dans la bonne ambiance parce que tout le monde sur le chat est hyper cool et ça permet d'avoir un chat hyper agréable à lire. Donc encore merci à vous d'entretenir ce beau chat lisible et agréable. Bon allez, sur ce, je vais manger. Je vous embrasse. Ciao!